Vous me décevez, mon cher Lafontaine. Vous avez vous-même voté en faveur des 92 résolutions. Vous ne me direz pas que la situation s'est améliorée depuis 1834. Depuis, le gouvernement a continué à nous tromper, masquant ses noirs desseins en organisant des bals somptueux, afin de nous flatter et nous écarter de notre devoir. Vous avez vu Gosford nommer Bédard, Mondelez et Vigée comme juges et conseillers législatifs, afin de les faire manger dans sa main. Pendant ce temps-là, nos lois sont bafouées. Les Canadiens écartés des affaires et les vieillards malfaisants du Conseil législatif bloquent tout projet visant à améliorer le sort du peuple. Je dis simplement qu'il ne faut pas prendre les armes. Ce serait un suicide politique. Quand le gouvernement de la jeune reine Victoria a déposé le 6 mars dernier les terribles résolutions Russell, il ne nous a laissé qu'un choix: se soumettre ou se révolter. Depuis lors, notre Parlement provincial n'a plus le pouvoir de voter le budget, ni de sanctionner les lois. La Compagnie des terres s'est vue confirmer son monopole dans les townships. Et le gouverneur a toute liberté de dépenser l'argent des Canadiens sans le consentement des élus. Dans ces conditions, refuser la révolte se résume à refuser l'évidence. Vous, que j'ai vu invectiver le gouvernement à l'Assemblée, au Conseil central et permanent, j'ai été témoin de vos déclarations incendiaires. Je peux vous rappeler, mot pour mot, votre légitime indignation. Maintenant, à l'heure des véritables choix, ceux qui engagent notre dignité et notre survie, vous reculeriez. Plongeant ceux que nous devons guider dans l'incrédulité et l'hésitation. Votre position est suspecte, Lafontaine. De cette manière, vous n'empêcherez pas la révolte, mais précipitez plus sûrement notre défaite. Le gouverneur vous aurait-il fait quelque offre alléchante? Attention à ce que vous dites, Delorimier. Ne pensez pas pouvoir accuser de traître tous ceux qui ne vous suivront pas dans vos projets funestes. Votre sang bouillant ne vous donne pas le droit d'engager tout un peuple vers sa perte. Comme vous, je me suis engagé en politique pour défendre nos droits. Je suis député de Terrebonne depuis l'âge de 23 ans et j'ai amplement pu constater les abus du gouvernement. J'ai vu en 1832 l'armée tirer sur des Canadiens, sur la rue Saint-Jacques, à 2 pas d'ici. Et comme vous, je ne suis pas dupe des manœuvres du gouvernement pour tenter de nous séduire. Nous séduire? Plutôt nous écraser, vous voulez dire? Vous avez vu hier avec quelle impunité les bureaucrates se sont emparés de Montréal. Ici même, les fiers à bras du Doric Club, ivres et dépenaillés. Nous, des fils de la liberté, nous étions pacifiquement assemblés à l'auberge de Bonassina pour une réunion légale. Dès midi, les pierres ont commencé à pleuvoir sur nos têtes. N'était-ce pas notre devoir que de nous protéger? Sauf que nous n'avions ni bâton, ni sabre, comme ces brutes Tories. Vous avez vu ensuite la mise à sac, les presses du Vindicator détruites, Storrow Brown sauvagement attaqué, au point d'y perdre un œil. La maison de nos chefs attaquée, à commencer par celle de notre vénéré chef Papineau, assiégée, avec son épouse et ses enfants, alors que l'émeute mugissait devant sa porte, juste ici, rue Bon Secours. Et que faisait l'armée? Elle pourchassait les patriotes et encourageait le Doric Club dans ses débordements. Vous exagérez. Ils logent tous à la même enseigne. Les membres du Doric Club, Molson, McGill, sont les mêmes qui forment le Montreal Royal Cavalry et le British Rifle Corps, justement chargés d'assurer l'ordre. Les mêmes forment le conseil de la Bank of Montreal et du Montreal Board of Trade. Les mêmes qui contrôlent le commerce et les terres et affament notre peuple. Tous de concert pour nous écraser. Oppression économique, oppression politique, et maintenant coercition et violence. Il ne s'agit plus là d'un complot entre différentes factions, Lafontaine. Ce sont les mêmes personnes, dotées de tous les pouvoirs et désormais résolues à nous réduire. De grâce, gardez votre sang-froid. La situation commande justement le plus grand calme. Notre pire erreur serait de sombrer et d'aller vers le même chemin que nos adversaires dans l'illégalité et la sédition. Depuis 1810, le Parti canadien s'est toujours fermement tenu à une démarche légale et constitutionnelle. Et grâce au grand Papineau, nos victoires durement acquises ont permis de venir à bout du despote Craig en 1810, du projet d'union en 1822, des manœuvres déloyales de Dalhousie en 1827. C'est par notre Assemblée élue démocratiquement, massivement contrôlée par les défenseurs du peuple, que nous en sommes arrivés là. En tombant dans le piège tendu par nos adversaires et en sombrant dans la sédition, nous perdrons tous ces acquis et nous leur permettrons de nous écraser, comme les Anglais l'ont fait en 1801 en Irlande. Notre presse libérale sera bâillonnée
et nos députés arrêtés comme des criminels. Vous voyez ce que la suite nous donne? Eh bien, les bureaucrates pourront alors exaucer leurs vœux les plus chers, l'union aux provinces anglophones et l'assimilation des Canadiens. Avec les résolutions de Lord John Russell, tout a chaviré quand le gouvernement a renié la Constitution qu'il a lui-même édictée. Notre Parlement, largement contrôlé par les Canadiens, s'y veut retirer tout pouvoir. Depuis 3 ans, nous boycottons certains travaux devenus inutiles, ne voulons pas servir de façade et cautionner ce système d'injustice. Tout cela est vrai de le rimier, mais la violence n'est pas une option. Le gouvernement devra tôt ou tard reculer et admettre ses torts. Je crois au contraire qu'il faut maintenir une forte pression sur le gouvernement sans donner libre cours à notre légitime colère. Quelle mascarade! Toutes ces assemblées, toutes ces résolutions courageuses n'apparaîtront alors qu'une bravade afin d'impressionner le gouvernement anglais et l'effrayer? Je ne peux m'y résoudre. Ma voix est celle de la modération et de la détermination. Je compte bien maintenir cette pression du peuple tant que le gouvernement ne rétablira pas le Parlement dans ses droits. Et si le gouvernement ne cède pas? Eh bien, nous avertirons Londres que ce sont des brigands et des escrocs qui contrôlent sa colonie du Bas-Canada. Il nous reste d'ailleurs quelques cartes dans notre jeu. En Angleterre même, les Irlandais de O'Connell nous appuient. Les députés radicaux y sont notre porte-parole. Même le syndicat des travailleurs de Londres nous donne officiellement leur appui. Et même les puissants États-Unis sont sensibles à notre cause. Sinon, il y a toujours la France. Noble et altière, mère patrie, nous pourrons fuser les appuis, puisqu'elle le fit en 1776 pour épauler les révolutionnaires américains. La France et les États-Unis volant au secours des Canadiens? Eh oui. La vérité est que les républicains américains dépendent du marché anglais pour vendre leur coton. Que les États esclavagistes du Sud voient d'un très mauvais œil que leur pays lorgne vers le Nord. Ils haïssent certes la Grande-Bretagne, mais certainement pas au prix d'un conflit ouvert au nom d'un obscur mouvement patriote dans la vallée du Saint-Laurent. Vous verrez, si la Grande-Bretagne dépêche ici quelques troupes pour imposer un gouvernement conforme à ses vues, personne ne volera à notre secours. La liberté et la justice sont à nos portes de le rimier. Il faut simplement que le gouvernement de Sa Majesté se rende compte à quel point il a été trompé par la clique de voleurs et d'escrocs qui gouvernent sa colonie. J'ai confiance dans les institutions anglaises. Je les étudie depuis longtemps et je les mets au service du peuple. Il faut que le gouvernement mette fin aux appuis, qu'il rétablisse les pouvoirs de l'Assemblée, qu'il garantisse à sa colonie le respect des droits de la majorité et aux Canadiens une place juste et raisonnable dans le commerce et l'administration. Il le faut. J'ai confiance qu'un jour, il y aura un rendez-vous normal dans l'histoire que le Bas-Canada tiendra. J'ai confiance que nous serons là tous les deux pour y assister. J'ai confiance de Lorimier. Mais vous ne comprenez rien. Déjà, le pays est au bord de l'insurrection. La Banque du Peuple de Vigée et de Witt est prête à nous avancer les sommes pour acheter des armes. À Saint-Eustache, Chenier et Scott sont décidés à renverser le gouvernement. Et dans Richelieu, Nelson prêt à prendre les forts de Chambly, Saint-Jean et Sorel. Avant l'hiver, nous pourrions nous être rendus maîtres des campagnes. Les garnisons de Québec et de Montréal n'auront alors plus le choix que de céder. Et la Grande-Bretagne devra comprendre qu'elle ne peut plus jouer à l'autruche devant les injustices qui se commettent en son nom. Il ne saurait en être question de le rimier. Ce serait là abandonner aux agitateurs la balance du pouvoir. Un peuple en armes ne peut en aucun temps être légitime. Ces élites, son clergé, ses députés, ses seigneurs doivent demeurer maîtres du jeu en tout temps, tout en demeurant à l'écoute des électeurs. Je ne me vois pas demain à la tête d'une armée des penaliers, nous sommes les élus du peuple. À ce titre, j'entends demeurer un rempart pour les libertés, mais aussi contre ces excès. Tant qu'on vous reconnaît ce droit, Monsieur Lafontaine, vous savez pourtant que courent des rumeurs d'arrestation, qu'on déclare illégal le Parti patriote et les Fils de la Liberté. De quelle autorité pourrez-vous vous réclamer, enfermé dans la prison toute neuve qu'on termine en ce moment au pied du courant? Je n'ai nulle intention de me transformer en fléau de guerre. Mais vous devez dès maintenant songer à la voie à suivre pour vous, mais aussi pour tous ceux que vous avez malgré vous contribué à exciter. Où serez-vous quand la police viendra vous chercher demain? En prison, vous perdriez tout contrôle et assisteriez probablement enchaîné à l'écrasement de votre peuple. En vous réfugiant au milieu de quelques centaines de paysans mal armés, vous serez probablement arrêté et peut-être tué. Ah, il vous reste l'exil en attendant que la situation se calme. En tous les cas, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Quant à moi, je pars pour l'heure à Québec intimer le gouverneur Gosford à rétablir le Parlement afin de dénouer la crise actuelle. Et si cela ne fonctionne pas, je compte m'embarquer pour l'Angleterre.
Et en cette heure tragique, je crains fort que ce soit pour quémander la clémence envers notre peuple égaré. Honte à vous, La Fontaine. Et à tous ceux qui quittaient le navire. Regardez Montréal tout autour de vous, abandonné aux Britanniques impudents. Vous êtes prêts à leur laisser l'administration et le commerce pour courir à Québec et trouver quelque avantage? Nous sommes plusieurs déjà, avec Baudry, Perrault, Ouimet et Rodier, décidés à quitter la ville avant d'être bêtement arrêtés. C'est dans les campagnes que nous trouverons les appuis nécessaires pour revenir en force. Dès que ma jambe sera guérie, je compte revenir. Je compte rejoindre Chenier dans 2 montagnes. De là, nous désarmerons les bureaucrates et préparerons notre résistance si l'armée ose s'y aventurer. Voyons, monsieur Delrimier, nous n'avons pas d'armes, ni plan militaire. Nous formons un parti démocratique et populaire, pas une machine de guerre. Laissons aux Anglais le soin de s'organiser en club militaire et de former leur corps de volontaires. Nous n'ambitionnons pas de conquérir les champs de bataille. Quant à moi, j'ai confiance que le gouvernement anglais verra à rétablir l'ordre et à désarmer les assassins du Doric Club. J'ai confiance que les règles démocratiques seront respectées. Il faut avoir confiance. Votre choix est fait. Le mien aussi. Je vous laisse à vos illusions de paix. Moi, je vais préparer la guerre.